Bonjour à toutes et à tous, ici Aladin pour Winamax, de retour pour une nouvelle vidéo sur la série des spots au microscope. Le principe étant d'essayer d'analyser un seul spot le plus en profondeur possible, plutôt que de faire une review où on va survoler beaucoup de spots, essayer d'en prendre un seul et de bien se concentrer dessus pour aller le plus en détail possible. Comme support, j'ai choisi aujourd'hui, vous l'avez reconnu, une main jouée par l'Italien préféré du team Winamax, Mustapha Kanit, lors du tournoi à 10 000 dollars Six Max, qui se joue donc en short-handed, lors des championnats du monde de poker à Las Vegas, les WSOP. Alors, sans plus tarder, allons voir le spot. Alors, nous avons un joueur au bouton qui va relancer à entre 2,5 fois et 3 fois le montant de la grosse blinde. Sur des blinds de 100-400, il va relancer à 1100. Et notre Mustapha Kanit national, enfin national de l'Italie en SB, va effectuer une surrelance, donc un 3 bet à 4500, soit environ 4 fois le montant de la première relance, qui est tout à fait standard, hors de position. Et vous vous en doutez, le joueur au bouton va décider de s'acquitter de la somme et donc de payer la relance, enfin de payer la surrelance, payer les 3 bêtes. Et nous allons aller voir le flop. Mais avant d'aller voir le flop, voyons tout d'abord les ranges pré-flop, donc l'éventail de mains avec lesquels les joueurs vont décider de s'investir ou non dans le coup. Car tout comme en live comme online, les joueurs souvent ont une bonne idée des ranges qu'ils vont décider de jouer. Donc pour mettre ceci en lumière, je vais vous présenter un nouvel outil que vous voyez ici qui s'appelle Suited. Donc ça a été développé par des programmeurs qui travaillent d'habitude sur les simulateurs de vol. Donc normalement on est sur quelque chose de sérieux les gars. Donc cet outil permet de visualiser toutes les ranges GTO en fonction de tous les spots en quelques clics, donc très facile d'utilisation. Là vous voyez par exemple, vous pouvez rentrer en 9 max, 8 max, 6 max, donc en l'occurrence c'est le 6 max qui nous intéresse. Et si on clique sur le bouton, hop, on a la range tout de suite qu'on devrait open. Donc on voit clairement que ici le bouton peut se permettre d'open vraiment assez large avec des mains aussi faibles que valet 2 suité, 10 et 3 suité ou même 6 et 3 suité une partie du temps et puis des mains aussi faibles que roi 5 off et puis évidemment toutes les paires et puis tous les as et toutes les mains que vous voyez là. Donc une grosse partie du range qu'à ce moment-là, il est très correct en GTO d'ouvrir et de relancer. On voit au bouton une range quand même bien loose. Et si on veut visualiser maintenant la range de SB, donc la petite blinde en l'occurrence Mustapha, il suffit de cliquer sur SB et ensuite bouton. Donc la position où l'on se trouve en premier est contre la position contre laquelle on joue en deuxième. Et là, la range s'affiche également, la range théorique, hein, la range GTO, donc celle qui théoriquement génère de levée. Et on voit ici que on a quand même aussi une range quand même loose, peut-être un petit peu plus loose que ce à quoi vous vous seriez attendu, où on peut se permettre, vous voyez, en vert de call ici des mains aussi faibles que roi 3 suité. Et on voit ici qu'on a quand même une grosse stratégie de surrelance, donc de raise, de 3 bêtes, avec toutes les mains ici que vous voyez en jaune, euh, avec bien sûr donc des mains fortes, des premiums, les 10+, As-Roi, As-Dame. Et puis on peut même 3 bêtes ici toutes les mains qui sont ce qu'on appelle un petit peu mergées, c'est-à-dire les mains qui sont un petit peu moyennes dans le range, mais qui peuvent quand même se jouer en les 3 bêtant, pas à une fréquence de 100% du temps,
C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé systématiquement de 3 bêtes, par exemple valet 9 suité ou dame 9 suité. Vous voyez que la case jaune n'est pas remplie en entier. Là, elle est remplie à 75%. Ça veut dire que, en gros, ce que ça signifie, c'est que ces combinaisons de mains-là génèrent à peu près la même EV, c'est-à-dire l'espérance de gain que l'on peut faire avec cette main, que ça soit si on colle ou si l'on 3 bête. Donc on peut ce qu'on appelle mixer toutes ces mains-là un petit peu mergées. Et en l'occurrence, ici, dans ce coup-là, Mustapha en petite blinde à Dame Valet dépareillé. Donc on voit ici que cette main pourrait être plus un call, c'est-à-dire plus souvent choisi comme juste payé, mais qu'il est également possible de la 3 bêtes. Donc on peut faire l'un ou l'autre, c'est aussi bien. Ça, c'est un concept qui est intéressant à comprendre, c'est que des fois, au poker, il n'y a pas une seule vraie réponse, et il y a plusieurs façons en fait d'évoluer, plusieurs façons de jouer une main. Et c'est important aussi de noter que même si ce sont des ranges théoriques, c'est-à-dire GTO, des ranges qui en théorie gagnent des jetons, gagnent de l'argent, elles ne sont bien sûr pas figées et nous pouvons les adapter en fonction de différents paramètres que nous avons en présence. Si par exemple on se rend compte que le joueur au bouton open encore plus loose que ce qu'il serait censé faire, c'est-à-dire qu'il open 100%, disons, qu'il open toutes ses mains, même des mains par exemple 7 et 2 off, imaginons, à ce moment-là, eh bien, on pourrait décider de 3 bêtes une plus grosse partie que ce qui est correct en GTO, en théorie. C'est-à-dire que évidemment, on peut s'adapter avec si certains paramètres changent, parce que là, ces mains-là sont définies avec une stratégie à l'équilibre. Si les joueurs jouent les deux parfaitement et suivent les ranges parfaites, et ça c'est impossible en pratique, puisque des humains ne pourront jamais apprendre par cœur à la lettre toutes les ranges, et donc devront les modifier. Et c'est là ce qui fait la beauté du jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu d'information incomplète, et on doit toujours s'adapter, toujours réfléchir, et toujours être vigilant en fonction des paramètres qui changent. Donc, je vous rappelle l'action pré-flop. Il y a une relance au bouton et Mustapha a sur-relancé à 3 bêtes en petite blinde de petite blinde. Et le croupier dévoile un flop roi 7-3 rainbow. Rainbow, ça veut dire arc-en-ciel en anglais, ce qui veut dire sans tirage couleur. Alors faisons maintenant appel à un autre outil, notre ami le solver, ici en l'occurrence PioSolver. Alors je peux totalement comprendre que ça puisse vous sembler un petit peu barbare avec des chiffres de partout et un logiciel un petit peu complexe. En réalité, il n'est pas si complexe que ça et lorsqu'on comprend bien l'utilisation, ça reste somme toute assez simple. Donc je vais détailler un petit peu la façon d'entrer les informations. Alors première chose à faire, il faut rentrer les ranges qui seront en interaction. Donc vous voyez que ici on a deux ranges. La range OOP, donc qui veut dire out of position, hors de position, et la range IP, donc in position. Donc ce sont les deux ranges que je vous ai montré précédemment. On les rentre ici dans le logiciel. Ici, le board, on rentre le flop, le montant du pot, donc ici en l'occurrence 24 big blind, et les stacks effectifs, on va partir du principe que c'est 100 big blind. Pour simplifier, c'était sûrement un petit peu plus, mais on va simplifier en disant que c'était 100 big blind. Et ensuite, on choisit les bet sizing, donc le pourcentage du pot qu'on autorise les deux joueurs, donc out of position, in position, à effectuer sur les différentes cartes. Donc le flop IP, flop OOP, turn IP, turn OOP,
etc. On peut choisir les options, permettre à certaines actions de faire tapis ou pas, et puis déterminer les sizing et les montants des raises ici. Donc comment déterminer les informations, les bet sizing? Eh bien, par exemple, ici, nous sommes en présence d'un flop roi 3 rainbow, c'est-à-dire un flop plutôt sec, avec pas énormément de tirages, aucun tirage couleur, certes quelques tirages quintes, des gutshots, mais quand même, somme toute, un board, un flop assez sec. Alors à ce moment-là, sur les flops secs, on a envie d'utiliser souvent un petit sizing avec toute notre range. Donc c'est pour ça que, par exemple, au OP pour le 3 better, j'ai choisi au flop un bet de 25% du pot, un quart pot, et un bet de 55% du pot. Alors pourquoi 55% du pot? Eh bien, ici, 55% car il s'agit de ce qu'on appelle un sizing géométrique. Alors, un sizing géométrique, encore un mot un petit peu barbare peut-être, mais vous allez comprendre, c'est encore une fois pas très compliqué. Que veut dire un sizing géométrique? C'est-à-dire le montant du sizing qui va nous permettre de miser la même chose sur toutes les streets pour mettre notre adversaire à tapis. Donc ici, on a un stack to pot ratio SPR de 4, c'est-à-dire qu'on joue 100 big blind effectives et le pot fait environ 25 big blind. Donc si on veut mettre notre adversaire à tapis en 3 streets, vous voyez ici dans la colonne, on a SPR de 4, 3 streets, c'est-à-dire 3 le flop, le turn, la river. Eh bien on voit 54%. Donc j'ai arrondi à 55%. En gros, ça permet de structurer les ranges d'une certaine façon. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais en gros, ce que vous pouvez retenir du sizing géométrique, c'est le sizing qui nous permet de miser la même chose pour finir à être all-in sur la river. Alors, qu'en est-il de la stratégie de Mustapha au flop, donc pour la petite blinde, lorsque le pot est 3 bêtes, donc sur relancé? Alors, première chose, ce qui peut sembler un peu frappant, c'est qu'on aurait tendance à se dire, ok, sur un flop roi 7-3, j'ai envie de continuation bet, donc de ces bêtes, à peu près tout, vu que c'est moi qui ai le plus de mains fortes dans mon éventail de mains, plutôt que l'adversaire. Seulement, on se rend compte, vous voyez, qu'on doit quand même checker 40% du temps. Donc toutes les mains ici qui sont en vert seront des mains qui seront checkées. En marron clair, les mains qu'on aurait bêté un quart pot. Et en marron plus foncé ici, les mains qu'on aurait misé 55% du pot. Donc on se rend compte tout de suite qu'on doit quand même checker une grosse partie et que l'autre partie finalement c'est le sizing un petit peu plus cher qui est utilisé et qu'on mise finalement jamais un sizing petit avec les possibilités qu'on a rentrées dans le logiciel. Si on mettait d'autres possibilités, peut-être que ça changerait la donne. Mais ici, avec les informations qu'on a rentrées, on check 40% du temps et on bête 60% du temps. Alors pourquoi on voudrait checker autant? Peut-être car il y a beaucoup de mains qui ont un gros intérêt à checker, comme en priorité, je pense à une main comme paire de roi qui bloque finalement toutes les top pairs. C'est-à-dire que nous avons deux rois et il y a un roi au flop, c'est-à-dire qu'il reste qu'un roi dans le paquet. Donc forcément, le joueur aura du mal, aura pas beaucoup de combinaisons qui contiennent un roi. Donc cette main-là a quand même beaucoup envie de checker pour trap. Tout comme deux dames de valet et dans une moindre... Oui, deux valets de 10 c'est la même chose, mais tout comme deux dames qui finalement accomplissent pas grand-chose à miser, puisqu'elles ne value bet pas contre beaucoup de mains chez l'adversaire, et risquent de se value cut, c'est-à-dire perdre un peu plus contre des mains chez l'adversaire qui ont une top paire, un roi. Donc ce sont des mains qu'on a envie de checker.
On a également envie de checker des rois qui sont faibles, donc des rois avec un petit kicker, quand on a envie de checker quasiment 100% du temps, roi 6 suité et roi 5 suité. Tout comme des middle pairs, comme par exemple 8-7 suité. Et puis à ce moment-là, il y a aussi d'autres mains qu'il choisit de mettre dans la range de check pour équilibrer un petit peu la range, comme des mains comme As-Valet suité ou As-Dame suité qui ont finalement pas mal de showdown value. Donc voilà, la stratégie au flop préférée, ça serait de check 40% de notre range et bet 60%. Qu'est-ce qu'on ferait avec Dame Valet off? Eh ben, les deux sont possibles. On peut miser, on peut checker selon le solver. Voyons alors ce que va décider de faire Mustapha sur ce flop. Il va décider de prendre l'option agressive et de miser. Donc le pot fait 9800 et il va miser 3700. Donc quelque chose comme environ 40% du pot. Donc Mustapha choisit une mise de 40% du pot, ce qui est pas si différent en soi d'une mise à 55% du pot, sachant qu'on aurait pu entrer également 40% comme choix dans le solver, peut-être qu'il l'aurait choisi. Ça fait pas une immense différence. Et puis de toute façon, c'est quasiment impossible de jouer en live exactement comme le solver. Ce qui est important, c'est de justement prendre du temps lorsque l'on n'est pas en train de jouer pour étudier le spot, pour, s'il se reproduit, avoir une meilleure connaissance de celui-ci en théorie. Intéressons-nous alors maintenant à la façon dont doit réagir le bouton lorsqu'il fait face à une mise. On voit que en vert, toutes les mains sont en vert, toutes les mains que le joueur doit call, et en bleu, toutes les mains que le joueur doit fold. Et il a également une stratégie de raise ici 22% du temps. Donc on voit environ 34% du temps on doit folder, 43% du temps on doit payer et on doit raise 22% du temps. Et ça c'est très intéressant parce que je pense que en pratique, très peu de joueurs vont faire cela. C'est-à-dire que ici, il devrait raise eh bien déjà en value une bonne partie de ses rois, comme roi 6 suité, roi 10 suité, roi valet suité, et également roi dame off et roi valet. Quelques 7 également, en genre de value protection. Et puis des mains ici qui ont des tirages quintes, donc cette zone-là qui sont genre soit des bottom pairs avec des backdoor straight, ou alors des gut shots. Et ça, je trouve ça très intéressant à noter parce que je suis à peu près prêt à parier que la plupart des joueurs en live vont presque jamais effectuer de raise ici. Et on se rend compte au final que ça pourrait être une stratégie qui serait très profitable au final. Voyons donc ce que va faire l'adversaire. Il va décider au bouton de s'acquitter de la somme et donc de payer la mise de Mustapha. La turn est un 6 de pique. Alors l'adversaire au bouton call et la turn, bien un 6 de pique. Alors que faisons-nous sur cette turn? On voit tout de suite qu'on a envie de checker beaucoup de notre range, 50%, et qu'on a envie quand même de bet une bonne partie des combos. Ici avec Dame Valet, ça va être quasiment uniquement un check. On voit que les seules combinaisons qui sont prises pour miser une partie du temps sont celles avec soit la dame de pique, soit le valet de pique. Alors pourquoi? Eh bien je pense que ça doit être parce que ça bloque des mains chez l'adversaire qui auraient pu float au flop et continuer facilement sur la turn, telles que As dame de pique, As valet de pique, Dame valet de pique.
donc qui aurait pu float le flop, c'est-à-dire call avec rien du tout, dans l'espoir de toucher de la backdoor equity s'ils ont deux piques et que ça leur ouvre un flush draw et gagner de l'équité, ou alors pour peut-être bluffer le coup plus tard. Mais en gros, on voit ici que on doit quand même checker beaucoup avec beaucoup de mains qu'on est content de checker, comme des mains qui ont pick-up de l'equity, comme par exemple As-6 suité. Et on a envie également de checker des mains fortes, comme Breland 7, pour laisser l'adversaire bluffer. Et également des mains qui ont de la showdown value et qui n'accomplissent pas grand-chose à bet, tels que Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10. Donc voilà pour la stratégie au turn pour ce qui est du 3 better, donc du joueur hors de position. Et voyons maintenant quelle va être la réponse du bouton, donc du joueur en position. Mustafa, alors voyons voir ce que Mustafa va décider de faire. Il check et l'adversaire au bouton check back assez rapidement. Et la river est un as de trèfle. Alors si on se place du point de vue du bouton, lorsque la SB check, qu'est-ce que le bouton devrait faire? Eh bien c'est assez flagrant, encore beaucoup de verts, c'est-à-dire 65% du temps, euh, on va décider de check. Et pourquoi? Eh bien parce que au final, notre range, je pense, quand ça a joué comme ça, on n'a plus énormément de mains très fortes. Du coup, il y a beaucoup de mains intermédiaires qui bénéficient à être checkées. Et c'est la raison pour laquelle les autres mains qui nous restent, on va décider de les checker également. Les mains qui peuvent nous rester quand même assez fortes sont des As-Roi, des deux paires, Roi 7 et Roi 3. Mais même Roi 3, on voit qu'il décide de checker une bonne partie du temps. Et puis sinon des brelans qui nous resteraient comme ça. Brelan de 7, Brelan de 3 et puis Brelan de 6. Donc ça c'est les mains qui ont vraiment intérêt à miser. Mais sinon, il nous reste pas mal de mains qui ont vraiment intérêt à checker, comme des mains comme les paires intermédiaires, Valet-Valet, 10-10, 9-9, des Ace-High qui ont parfois, même, enfin assez souvent de la showdown value, et même Roi-Roi que les fois où on aurait décidé de pas 4 bêtes pré-flop et qu'on les aurait encore joué comme ça. À ce moment-là, ça serait une main assez forte pour checker, pour un petit peu trap. Donc voilà pour la stratégie du bouton avec cette line. Donc sur la river qui est un as de trèfle, voyons tout d'abord qu'est-ce que l'on a envie d'effectuer avec toute notre range. On se rend compte encore une fois que là on a envie de checker 60% du temps. Donc on check à quand même assez haute fréquence. Il y a beaucoup de mains qui bénéficient à juste checker cette river. Alors pourquoi on a envie de checker beaucoup à la river? On a peut-être un début d'explication si on jette un coup d'œil à l'outil qui s'appelle Range Explorer dans Pio. On se rend compte en fait que 30% de nos combos n'ont rien du tout. Et les mains les plus fortes qu'on peut avoir sont des top pairs, des deuxièmes paires ou des troisièmes paires. Donc au final, on arrive avec une range qui n'est pas si strong que ça, qui n'est pas si forte avec les actions qui ont été effectuées précédemment. Donc on a peut-être un élément de réponse sur le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on veut checker beaucoup. Les mains qu'on va alors vouloir miser, donc on voit aussi que le sizing préféré est un tiers ici. Et les mains qu'on va vouloir miser alors sont les top pairs ou mieux, donc top pair avec As-10 off, As-8 suité, et puis donc les deux paires As-6, As-3, celles qu'on a. Et puis oui, les quelques As-9, un peu de As-Dame. On va vouloir également miser une partie du temps en value, là encore, nos rois. Ce qui peut paraître pas forcément si intuitif que ça.
Et puis en bluff, à ce moment-là, on utiliserait des mains comme par exemple une partie des 8 et 6 suités qui voudraient bluffer, des 6 et 5 suités qui ont l'avantage, j'imagine, de bloquer un petit peu les combos de paires et de straight chez l'adversaire. Et également quelques mains, on prend un petit peu de bêtes ici dans les dames 10 suit qui nous resteraient ou dame 9, donc voilà pour les bluffs. Et on voudrait checker tout le reste. Donc ici à la place de Mustapha avec dame valet off, on possède une main qui n'a aucun showdown value, c'est-à-dire qui ne gagne jamais à l'abattage. Donc on peut légitimement se poser la question de savoir est-ce que je devrais bluffer avec cette main-là ou non. Donc en gros, est-ce que cette main-là est une bonne combinaison que l'on peut utiliser en bluff? Donc deux principes importants, je pense, pour choisir les mains que l'on veut bluffer. C'est en numéro 1, on ne veut pas bloquer la folding range adverse, c'est-à-dire ne pas avoir dans notre main des mains que l'adversaire pourrait folder facilement. Ça, c'est le concept numéro 1. Et on veut, si possible, en concept numéro 2, bloquer la calling range adverse. C'est-à-dire que l'on possède des cartes que l'adversaire ne peut pas avoir et des mains qui auraient un call évident. Donc, principe numéro 1, ne pas bloquer la folding range. Principe numéro 2, bloquer la calling range. Et donc, qu'en est-il de Dame Valet off? On voit que apparemment selon le solver ça ne correspond pas à ces critères ni l'un ni l'autre et donc qu'on voudrait utiliser majoritairement ce combo en check et pour abandon et qu'on décide de ne pas bluffer ce combo mis à part un petit peu dame valet avec la dame de carreau et le valet de pique. Alors voyons voir ce que décide de faire Mustapha. Se peut que la vidéo lag un petit peu, hein, donc désolé, c'est normal, mais bon, vu que je commente en même temps, ça n'a pas une grosse incidence, je pense. Alors il décide de bluffer à 9500 et l'adversaire va payer assez rapidement et va donc gagner la main puisqu'il va retourner à 5 dépareillé. On se rend compte donc que Mustapha a décidé de ne pas jouer comme le solver sur la river et donc son bluff n'a pas fonctionné. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que son bluff n'est pas bon ou que c'est forcément mal joué parce qu'on a vu que l'adversaire nous retourne une main comme As5 offsuit qui n'est clairement pas un call pré-flop normalement si l'on suit la GTO. Ce qui montre toute la complexité parce que genre, lorsque l'on analyse un spot sur le plan théorique, eh bien, on est obligé de partir du principe que l'adversaire joue les ranges GTO. Ce qui est ce qu'on peut avoir l'info sur certains joueurs professionnels et encore. Mais lorsque l'on joue contre des joueurs amateurs ou alors des joueurs qui, de façon volontaire, s'écartent un petit peu de l'équilibre et donc de la GTO, ça complexifie beaucoup les stratégies. Et encore une fois, ça montre que l'étude de ce jeu est infinie et qu'on pourra encore progresser pendant très longtemps. Alors il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Winamax.